Bien, bonjour, bonjour à tous. Merci, de vous être, inscrits sur ce quatrième rendez-vous de notre fil rouge, EBEP et plurilinguisme, animé par Isabelle. Bonjour Isabelle, la Bonjour fidèle. Marie, bonjour à tous. Alors, par ce beau temps parisien aujourd'hui, nous avons, une invitée, n'est-ce pas Isabelle? Une invitée qui est, incontournable, dans la thématique du plurilinguisme. Nous avons la chance et l'honneur de la recevoir aujourd'hui grâce à toi Isabelle, hein, et toutes tes connaissances que tu as, tout ce que tu nous apportes tous les ans pour, notre réseau. En tout cas, merci beaucoup au nom du réseau MLF et bienvenue à tous ces collègues qui arrivent petit à petit. On est 28, mais aujourd'hui, on devrait battre le record puisque vous êtes 292 inscrits, ce qui est tout à fait remarquable. De tous les réseaux, vous êtes venus très présents. Donc, nous allons passer 1 heure en compagnie d'Isabelle et de Pascal. Et puis évidemment, il y aura une petite partie, donc 50 minutes à peu près, hein, de présentation. C'est bien ça, Isabelle? Puis après, Absolument, voilà, absolument. et des Marie, questions. je te remercie beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous, bonjour à tous les collègues. Évidemment, comme d'habitude, très heureuse, très ravie de vous retrouver dans le réseau MLF. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour le quatrième webinaire du fil rouge sur le plurilinguisme Pascal Jalra, qui est une formatrice très chevronnée du CASNAV de l'Académie de Créteil. Merci à Pascal de venir partager son expertise, sa réflexion, son éclairage, ses ressources, ses outils. Vous allez voir combien sa contribution sera précieuse. Je vais laisser à Pascal le soin de présenter les objectifs de l'intervention qu'elle a préparée pour vous et qui va être centrée autour des questions de l'interculturalité. Et je préfère que ce soit Pascal qui vous en parle elle-même. Donc, encore une fois, merci à tous d'être là. Merci de votre présence chaleureuse. Merci d'être aussi nombreux. Je vais éteindre mon micro, éteindre ma caméra. Évidemment, je reste derrière mon écran, je note toutes vos questions. N'hésitez pas à intervenir dans le chat et nous aurons de longues minutes pour échanger après l'intervention de Pascal. Alors, Pascal, c'est à toi. J'éteins tout et je te laisse la parole. Alors avant de laisser Merci. Pascal, introduire, juste une petite précision, j'ai oublié de dire, très important, est-ce que vous pourriez, vous nommer alors non pas dans le chat, mais plutôt renommez-vous, sur votre identification avec votre nom de famille, s'il vous plaît. Ça me facilitera la tâche pour savoir, en fait, d'où vous venez et pour voir si ce fil rouge, a un grand rayonnement, sur, l'ensemble de notre réseau. Merci beaucoup. Pascal, c'est à vous. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir aujourd'hui de partager avec vous quelques petites réflexions concernant le plurilinguisme et le pluriculturel. Et l'objectif, en fait, de ce webinaire, ça va être, en fait, tout d'abord de comprendre l'enjeu politique, en fait, du plurilinguisme, puis de pouvoir faire en sorte que ce plurilinguisme puisse appartenir à des cadres qui sont vraiment très précis et pour montrer que ce n'est pas venu comme ça par quelqu'un qui tout d'un coup a une idée de génie. En fait, nous faisons partie tous d'une institution, nous faisons partie d'une histoire et si le plurilinguisme et le pluriculturel apparaissent aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Et ensuite, on essaiera de voir quel accompagnement dans la classe. Alors, je vais essayer de passer mon diaporama, mais apparemment, ça bug. Alors, excusez-moi,
un petit problème. Je repartage. On voyait le diaporama, Pascal, en fait, hein. Oui, mais j'arrivais pas à passer à la diapo suivante. D'accord. Prends le temps de t'installer Ouais, tranquillement. tout à Euh, l'heure, ça il y a marchait. encore des personnes dans la salle d'attente. Voilà. Voilà. C'est Est-ce que parfait là, pour vous le nous. voyez? On Ah voit bon? parfaitement, Pascal, parfait. Voilà. Ah, donc, trois grandes parties en dehors de la conclusion, hein, c'est pourquoi le plurilinguisme et le pluriculturel aujourd'hui, finalement, en classe et avec les élèves, quels enjeux politiques cela sous-entend, puis les cadres de la didactique, à savoir le CARAP, le cadre européen de référence des langues et l'approche des compétences psychosociales. Et puis, on verra l'accompagnement dans la classe, comment pouvoir mettre en place justement tout ce travail avec les élèves pour pouvoir développer justement ces compétences. Et effectivement, ça marche pas, mon truc. Alors, comment je peux Alors faire? peut-être, si c'est peut-être parce que vous l'avez en plein écran, non? Si Ouais, vraiment ça pose problème, à ce moment-là, je propose de basculer. Voilà, c'est tout à fait lisible si on reste comme ça. comme ça va. Voilà, Voilà. tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, je voulais commencer par une réflexion que j'ai trouvée dans un livre de Céline Janot qui s'appelle Esquisse pour une école plurilingue, réflexion sociodidactique. Et à un moment donné, dans son livre, elle écrit son sentiment quand elle est arrivée en classe en France. Et son sentiment, ça a été pour elle, l'école, c'est viens, mais sans toi. Et je trouve que cette phrase est très importante. Et c'est vrai que beaucoup d'enseignants, pour plein de raisons que je ne jugerai pas, hein, mais vont prendre en compte l'élève et non pas la personne. Alors que un élève, c'est une personne avec son histoire, sa culture, sa langue, sa famille, son héritage. Et c'est souvent une partie qu'on oublie quand on enseigne. Pourquoi? Parce que on est pressé, on a le programme, on essaye de faire attention un peu à tout le monde, aux compétences, etc. Mais souvent, on oublie la personne qu'est l'élève. Et au regard, j'ai rappelé que en fait, il y a 6800 langues dans le monde, réparties sur 220 pays, et c'est quand même dommage d'oublier cet aspect-là quand on travaille avec les élèves. Donc vraiment, je voulais partir sur ce constat que l'on fait assez souvent finalement de l'élève sans la personne. Alors, les enjeux, les enjeux du plurilinguisme, c'est d'abord un enjeu politique international qui va finalement reposer sur l'importance des relations politiques géostratégiques. Pourquoi? Parce que le plurilinguisme, c'est ce qui va favoriser la présence d'un pays dans le monde. Euh, alors, tout simplement de par les commerces, la diplomatie, le tourisme, c'est une façon de valoriser un pays, de faire en sorte que ce pays soit partout présent et c'est aussi ce qui va permettre de renforcer toutes les relations entre les partenaires internationaux. D'où l'importance de cet enjeu politique du plurilinguisme. Pourquoi aussi? Parce qu'il permet la promotion de certaines choses et entre autres, nous, ce qui nous concerne, la promotion d'un modèle éducatif. C'est pour ça que l'on voit à l'étranger, dans tous les pays du monde, les instituts français, les lycées à l'étranger, la EFE. Pourquoi? Parce que l'objectif est de faire en sorte que des étudiants viennent suivre les cours dans les universités, les écoles internationales françaises. Et donc, ça va donner une image du pays et ça va en même temps permettre au pays d'exister d'autant plus. En plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, cette promotion va avoir des implications dans la promotion des valeurs démocratiques et de la citoyenneté. C'est tout ce qui va concerner le dialogue interculturel, la compréhension mutuelle, mais surtout aussi l'ouverture culturelle, la tolérance, permettent de montrer l'importance d'une société qui se veut démocratique et inclusive. Et ça va aussi avoir comme conséquence le renforcement du rôle de chacun en tant que citoyen du monde en dehors même des frontières de son pays. Et ça, c'est très important
parce que c'est aussi ce qui va permettre de développer tout ce qui est politique d'accueil et d'intégration des élèves migrants. Et moi qui travaille avec les UPE2A, c'est-à-dire Unité pédagogique pour élèves nouvellement arrivés, en fait, c'est une réponse institutionnelle à cette politique de notre pays qui a mis en place d'abord les classes d'accueil où les élèves étaient dans une classe vraiment un peu à côté des autres classes. Nous sommes passés aux UPE2A, ce sont donc des unités pédagogiques qui vont permettre petit à petit l'inclusion des élèves qui arrivent en France en classe ordinaire. Et c'est là aussi que l'on voit l'importance du plurilinguisme qui permet cela. L'enjeu, il est politique, mais c'est aussi un enjeu d'acceptation de la diversité culturelle et linguistique, bien sûr, mais c'est ça, ce qui va permettre de lutter contre toute forme de discrimination linguistique qui existe encore assez souvent. Et en fait, jusqu'à il y a quelques années, quand on rencontrait un élève qui parlait le peul, par exemple, ou une autre langue, assez peu reconnue, eh bien, la plupart des enseignants, le premier réflexe, c'est de penser que l'élève va avoir des difficultés. Donc, on va le penser comme un déficit, alors qu'en fait, il faut le penser comme une richesse. Et ça se développe de plus en plus, heureusement, aujourd'hui, comme une richesse supplémentaire sur laquelle on va se reposer justement pour développer les compétences linguistiques des élèves, à la fois sur le plan cognitif, mais ça va lui servir aussi plus tard sur son plan professionnel, sur son avenir et sur le côté social aussi. Un élève qui a la chance de parler une autre langue, c'est un élève qui va connaître d'autres codes, qui va être plus enclin à s'adapter à différents codes. Et c'est ça qui va permettre justement de lutter contre la discrimination. Pourquoi? Parce que au niveau politique éducative, en France, par exemple, sur le socle, on a bien mis maintenant en place tout ce qui est langue nationale, langue régionale, langue étrangère, de façon à ce qu'elles s'articulent entre elles, mais aussi pour pouvoir faire en sorte que les élèves découvrent plusieurs langues, découvrent que leur territoire a aussi une langue, et avoir une diversité linguistique dans le curriculum scolaire, ça va permettre de sensibiliser les élèves aux richesses des différentes langues de leur territoire et du monde. Et ça, c'est aussi ce qui va permettre de piquer un petit peu la curiosité intellectuelle, et ça va permettre l'ouverture d'esprit face à cette diversité linguistique et culturelle. Et c'est cela qui va permettre aussi de pouvoir lutter contre les préjugés et contre les stéréotypes. Et ça, c'est très important. C'est très important, et on va arriver à un autre concept que celui du concept de citoyenneté mondiale. Être citoyen du monde, c'est être un citoyen capable d'interagir avec plusieurs contextes linguistiques, culturels, et ça va permettre aussi de favoriser la mobilité internationale. Un élève qui parle plusieurs langues, c'est un élève qui peut avoir du travail dans un autre pays, dans les domaines de la diplomatie, dans les domaines de la recherche, de l'éducation, des high-tech, et ça va lui permettre d'avoir finalement une possibilité d'avenir encore plus riche. Et d'autant plus que cet élève, s'il a dans son travail plus tard des ressources à chercher, il va pouvoir rechercher ces ressources dans différentes langues, pouvoir interagir avec d'autres professionnels ayant d'autres codes culturels. Et c'est ça qui va permettre la richesse, en fait, de cette diversité linguistique et culturelle, qui ne sera plus vue comme quelque chose, comme un déficit, comme un obstacle, mais au contraire, comme quelque chose qui permet d'être un levier pour plus encore. Donc ça, vraiment, très, très important. On le voit aussi dans le rapport à l'autre, avoir connaissance de plusieurs codes, de plusieurs langues, c'est aussi accepter l'autre en tant que tel, c'est accepter que l'autre
n'est pas la même vision du monde que moi, ne perçoit pas le même monde que moi, et ça me permet aussi de me mettre à sa place. Et si ça me permet de me mettre à sa place, ça me permet aussi, moi, aussi de découvrir un autre monde. Et la compétence interculturelle, il faut vraiment le prendre comme la pierre angulaire, comme le pilier même de l'enseignement. En tant qu'enseignant, je suis aussi la personne qui va permettre aux élèves de savoir se remettre en cause, de savoir lever ses propres préjugés pour pouvoir découvrir l'autre et aller vers l'autre. Et ça, je pense que pour moi, c'est vraiment le plus important chez un prof, vraiment de permettre aux élèves de comprendre cette compétence interculturelle et de la mettre en œuvre surtout. Ça permet aussi une compréhension mutuelle. En fait, quand on travaille avec plusieurs élèves de plusieurs cultures, de plusieurs langues, il est très important de pouvoir remettre un cadre bienveillant où on ne va pas se moquer de l'autre, pour permettre en fait à chacun d'être bien dans la classe, d'être bien dans le groupe des apprenants, et ça va lui permettre aussi de pouvoir mobiliser ses propres compétences linguistiques de sa langue ou de ses langues d'origine pour que l'élève puisse encore mieux apprendre. Et ça lui permet aussi de pouvoir atteindre justement la compétence métalinguistique, apprendre à apprendre la langue, apprendre comment j'ai appris la langue, quelles activités, quels échanges avec d'autres langues m'ont permis de pouvoir avancer. Ça, c'est très important, et c'est ce qui se permet plus tard aussi la cohésion sociale. En fait, ça aussi, c'est un enjeu à la fois politique et d'éducation très fort. Plus les gens vont pouvoir aller voir ailleurs comment ça se passe, échanger avec d'autres cultures scolaires, échanger avec d'autres étudiants, plus ça va leur permettre de pouvoir comprendre leur propre apprentissage. Et en fait, c'est aussi ce dialogue entre les différentes communautés, c'est aussi ce qui a permis justement les deux programmes Erasmus pour les étudiants qui partent dans les pays d'Europe pendant un an, ou Jules Verne pour les enseignants qui vont en fait enseigner dans l'international pendant un an aussi, et ça leur permet d'avoir d'autres regards sur leurs propres élèves avec une richesse supplémentaire. Donc on le voit, s'il n'y a pas que le prof dans sa classe, le plurilinguisme, il n'est pas venu comme ça. C'est vraiment des enjeux politiques internationaux, européens, français, qui font que ce plurilinguisme, il existe beaucoup plus fortement aujourd'hui. Ça n'a pas été qu'une expérience du PE2A. Ça, je pense que c'est vraiment très important à rappeler. Pourquoi alors? Parce qu'en fait, il y a eu des cadres didactiques qui ont été mis en place. Donc, le plus connu, hein, c'est le CECRL, le cadre européen de référence pour les compétences des langues. Et donc, pour le coup, on va aller voir un petit peu de façon plus proche ces cadres. On a aussi le CARAP, donc le cadre pour les approches plurielles, et on a aussi, qui est nouveau dans les programmes français, à savoir le cadre des compétences psychosociales. Et ces trois cadres sont très importants pour pouvoir mettre le plurilinguisme en place et l'interculturalité en place en classe. Et souvent, autant tous, on est plus sur le CECRL, autant on l'est moins avec le CARAP et le nouveau cadre des compétences psychosociales. Ils sont tous les deux très, très importants. Le cadre européen, il date de 2001. Alors, en fait, c'est une demande européenne, mais au départ, c'est une demande politique. C'est pas forcément, c'était pas forcément pour l'éducation au début. C'est-à-dire que ce qui est important pour l'objectif du Conseil de l'Europe, c'était de parvenir à une plus grande unité parmi ses membres, et et en même temps de pouvoir définir une démarche commune entre tous les pays de l'Europe. Et l'objectif est politique. Pourquoi? Parce que c'était asseoir une stabilité européenne pour lutter contre la xénophobie, mais en même temps à veiller aussi au bon fonctionnement
de la reconnaissance de chacune des langues des pays et d'avoir un commun européen, mais tout en gardant son unité linguistique. Et donc le cadre européen a permis, par exemple, à des Bulgares d'apprendre, je veux dire n'importe quoi, d'apprendre l'allemand de la même façon qu'un Espagnol allait apprendre l'anglais. Donc c'est vraiment une didactique commune que l'on peut percevoir dans le cadre qui a permis à des élèves aussi de pouvoir euh, quand ils changent de pays, de pouvoir retrouver la même didactique. Donc ça, c'est aussi important parce que une des bases de l'Europe, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Or, pour qu'il y ait une libre circulation du bien et des personnes, il faut que les personnes puissent communiquer entre elles. Et si je veux que ces personnes puissent circuler, il faut qu'elles aient des repères qu'elles retrouvent. Et donc, le cadre européen, il est pour ça aussi, avec, bon, je ne veux pas trop y revenir là-dessus, hein, sur tout ce qui est l'approche actionnelle des langues, avec l'échelle de compétences globale, le niveau élémentaire, le niveau qui est A, le niveau indépendant B et le niveau expertise expérimentée qui est le niveau C, que nous connaissons tous, je pense. Mais ce que je voulais dire, c'est que le cadre européen, au début, c'était comment apprendre une langue en pédagogie actionnelle, mais au début, ce n'était pas du tout pour le plurilinguisme. Ça, c'est vraiment important. Le plurilinguisme est arrivé en 2018, où là, vraiment, ils ont commencé à mettre un complément et à travailler sur le plurilinguisme. Pourquoi? Parce que le CARAP est passé entre-temps. Je vais vous parler du CARAP. Voilà, le CARAP, c'est le cadre de référence des approches plurielles des langues et des cultures. Alors, le grand instigateur du CARAP, c'est Michel Candelier. Michel Candelier, donc, ça a été publié en 2021. Et Michel Candelier voulait en fait mettre en place une didactique qui permettait de pouvoir approcher, de pouvoir apprendre plusieurs langues en même temps. Le CARAP, en fait, va nous proposer un référentiel, comme le cadre européen commun de référence des langues, mais aussi une base de données de ressources donc pédagogiques et didactiques. Donc, vous allez sur un moteur de recherche, vous faites le CARAP, vous trouvez tout ça. Hein. Et en même temps, il propose des modules de formation. Donc ça, c'est important parce que ça peut aider et permettre de pouvoir collaborer d'autant plus à cette formation plurilingue et interculturelle. Pourquoi? Parce que le CARAP a quatre vraiment gros objectifs. La communication interculturelle. Il faut savoir que quand on ne connaît pas un pays, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, on ne sait pas comment on va dire bonjour, on ne sait pas s'il faut lui serrer la main, s'il faut s'incliner, etc. C'est aussi tout ce qui va concerner la diversité linguistique, comment pouvoir s'ouvrir à d'autres langues. C'est aussi sensibiliser à l'autre. Et donc là, pour le coup, on va développer l'empathie et on retrouve les compétences psychosociales. Et enfin, un apprentissage collaboratif, c'est-à-dire comment travailler en équipe quand on est tous de cultures et de langues différentes. Donc le CARAP donne un bon cadre là-dessus. Et si je vais un petit peu plus proche, donc il y a plusieurs didactiques principales, il y en a quatre aussi. C'est d'abord l'éveil aux langues. Alors l'éveil aux langues, on le voit particulièrement dans le premier degré, où on va montrer aux élèves plusieurs langues, où on va piquer la curiosité des élèves pour qu'ils puissent s'intéresser aux langues. Ça a été vraiment le premier objectif. Ensuite, la deuxième didactique, c'est l'intercompréhension des langues parentes, donc de la même famille. Et donc, bah là, il y a l'exemple célèbre, hein, très célèbre, hein, qui est l'exemple des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et on le voit en plusieurs langues romanes ici, et on va s'apercevoir que finalement, ça se ressemble, et finalement, je peux peut-être, grâce à des mots transparents, peut-être retrouver le sens. On y reviendra tout à l'heure dans l'accompagnement pour la classe.
troisième didactique, c'est la didactique intégrée des langues apprises. En fait, souvent, moi, j'entends dans les collèges, les lycées, des profs me dire, mais enfin, je comprends pas, on a des élèves allophones qui arrivent et toi, tu leur apprends le français et en plus, on va les obliger à apprendre l'espagnol, l'anglais, comment ça se fait, c'est trop pour eux, etc. Là, ça part du principe contraire, c'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre plusieurs langues en même temps et on va se servir des connaissances acquises dans l'apprentissage d'une langue pour pouvoir les reverser dans l'apprentissage d'une autre langue. La façon dont j'apprends une langue va me permettre de le faire, quelle que soit la langue à apprendre. Et donc, ça va développer ce qu'on appelle la compétence métalinguistique. On va conscientiser l'apprentissage d'une langue chez les élèves pour qu'ils puissent développer leur stratégie pour pour l'apprentissage de n'importe quelle langue. Et ça, c'est important. Et moi, je le vois, les élèves qui ont été très bien scolarisés avant, qui ont appris le russe, qui ont appris d'autres langues, en fait, apprennent beaucoup plus facilement le français, même s'ils ne connaissent pas un mot de français. Ils vont aller beaucoup plus vite que d'autres qui vont parler un peu le français, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre une langue. Pour eux, ça va être beaucoup plus long. Et donc, la didactique intégrée des langues apprises est très importante. Pareil, on verra un exemple. On verra aussi la quatrième didactique qui est celle de l'approche interculturelle. Donc, toutes les activités où l'on compare des différences culturelles, où on va travailler sur cette réflexion des différences. On va travailler aussi sur des échanges et des rencontres interculturelles et on va aussi travailler, bien sûr, sur la lutte contre les stéréotypes et les préjugés culturels. Ça, c'est vraiment une importance capitale avec les élèves. Et il faut savoir que des stéréotypes, même nous, même moi qui travaille beaucoup avec l'interculturel et le plurilinguisme, on a quand même toujours quoi qu'on fasse, on a toujours quelques préjugés. Et il faut apprendre à les reconnaître, il faut pouvoir les dépasser. Et le fait de travailler avec les élèves, la reconnaissance des stéréotypes et des préjugés, ça, c'est vraiment très, très important et c'est ça qui va leur permettre de s'ouvrir à l'autre. Voilà, très, très important. Euh, je vous parlais aussi d'un autre cadre qu'on n'appelle pas cadre encore, qui est celui des compétences psychosociales. C'est vraiment les aptitudes qu'une personne va mobiliser pour faire face à la vie quotidienne, aux aléas de la vie quotidienne et qui va lui permettre de s'adapter à la vie sociale qu'on va retrouver, l'empathie, tout ce qui va permettre de réguler les émotions, la capacité en fait de s'adapter et de communiquer efficacement. Et ça, c'est vraiment très important parce que quand on travaille les compétences psychosociales, ça permet aussi de d'asseoir et d'enrichir en fait tous les apprentissages, d'autant plus quand on est sur l'interculturel et le plurilinguisme. Si j'apprends à gérer mes émotions, à pas me choquer de telle ou telle chose, en fait, je vais être plus apte à accueillir la parole de l'autre, la vision de l'autre. Ça, c'est vraiment très, très important. Tout ce qui est les, tout ce qui va concerner les compétences psychosociales, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on travaille sur une autre culture, une autre langue ou sur plusieurs autres cultures, plusieurs autres langues. Donc ça, c'était un peu les cadres. On va rentrer un petit peu on va rentrer un petit peu dans la classe pour aller un peu plus loin, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. L'éveil aux langues, là, je vous ai mis, alors je suis désolée, il y a pas mal d'écriture, mais c'était simplement pour que je vous donne une situation. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, en fait, j'ai pas un extrait des langues du monde au quotidien, donc qui était au CRN, CRDP de Bretagne, qui a été faite par Martine Kervran, et donc qui donne un texte en fait sur lequel elle va réfléchir les élèves sur une situation plurilingue qui ensuite va migrer dans un autre pays. Donc en fait, le but c'est de montrer que beaucoup de familles sont concernées et que
la situation linguistique d'une famille peut évoluer en fonction de la vie de cette famille. Donc, je vous donne l'extrait, c'est un élève qui a écrit ça. I live in New York, je suis né en Haïti, je suis né en Haïti, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 12 ans. Là-bas, ma mère ne parlait que le créole. Avec mon père, on parlait créole et français. C'était lui qui m'aidait à faire mes devoirs parce qu'à l'école, le maître m'apprenait surtout le français et un peu de créole. Avec tous mes copains, on parlait toujours le créole. Avec mes grands-parents, c'était la seule langue qu'on utilisait. Situation donc, de migration. Quand je suis arrivée à New York avec mes parents, je suis allée dans une école où toutes les leçons étaient en anglais. C'était difficile au début, mais avec les nouveaux copains de ma classe et de mon quartier, j'ai très vite parlé anglais. Je trouve que j'ai très vite appris. Cela a été encore plus facile pour mon petit frère Paul parce que lui est né à New York. Il a tout de suite parlé anglais. Avec tous ses copains, il parle anglais et avec moi aussi. Mes parents continuent à parler créole entre eux à la maison. Mon père nous parle maintenant surtout en anglais et en créole. Je lui réponds presque toujours en anglais, parfois en créole et aussi quelquefois on parle tous les deux en français. Ma mère, elle préfère toujours nous parler en créole. Paul lui répond toujours en anglais et moi dans ces deux langues. Pour ne pas oublier le créole, Paul et moi suivons des cours dans une association culturelle haïtienne. Depuis 2 ans, avec mes copains du quartier d'origine portoricaine, on fait de la musique rap et c'est moi qui ai écrit les textes. Donc, vous voyez, on a vraiment une situation plurilingue assez complexe dans une famille et ce que l'on va demander aux élèves, c'est de faire un schéma et d'essayer de voir qui parle à qui dans quelle langue. Sachant que, en fait, quand deux personnes communiquent, il y en a une qui peut parler une langue et l'autre peut lui répondre dans une autre langue. Donc, c'est pas forcément aller-retour, si vous voulez. Et donc, ça, c'est pour faire comprendre aux élèves que les situations multilingues avec des personnes plurilingues existent et c'est assez fréquent. Et de leur montrer qu'est-ce que c'est qu'une situation multilingue d'une famille d'individus plurilingues. Ça, c'est vraiment important pour les élèves. Ça, c'est donc éveil aux langues. On apprend en fait qu'il existe plusieurs langues, que ces langues peuvent coexister et qu'elles n'empêchent pas la communication. L'objectif, c'était vraiment ça. Et à la fin de la séquence, on peut faire travailler aussi les élèves sur des textes où les langues sont mélangées. Là, vous avez une chanson, Un long et le chemin, de cet élève qu'il a créé avec ses copains. Et donc, je ne vais pas vous la lire, hein, parce qu'en plus, il y a du créole dedans. Je ne sais pas lire le créole, malheureusement. Et en fait, dans cette chanson, on s'aperçoit qu'il y a de la présence du français, de l'anglais, du créole, et même à la fin, Adios amigos, de l'espagnol, dû à ses copains portoricains. Donc, on voit l'influence des langues dans la création même littéraire du jeune homme. Donc, ça, c'est important. On voit que les langues sont une richesse et pas du tout un déficit. L'éveil aux langues, c'est ça, c'est de montrer que vraiment avoir plusieurs langues, c'est un plus et c'est une richesse. Là, c'était je vous dis, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, ça vient de Martine Kervran et c'est vraiment très, très intéressant. Je l'ai fait, moi, avec des élèves en collège et ça fonctionne très bien. On s'aperçoit que les élèves se disent, ah, mais moi aussi, il y a des langues dans ma famille. Ah, mais ma grand-mère, elle parle aussi telle langue et moi aussi, des fois, je réponds en telle langue. Et eux, en fait, ils vont conscientiser aussi leur plurilinguisme et le reconnaître. Et ce qui est important, c'est qu'ils osent l'avouer comme si c'était, au début, ils pensaient que c'était une faute, presque un handicap, alors qu'en fait, après, ils vont le partager avec vraiment beaucoup de positivité. Et ça, c'est vraiment très, très important. La deuxième didactique, donc, c'est l'intercompréhension en classe. Donc là, je vous ai mis un texte d'Umberto Eco, donc en italien. Et en fait, quand on lit, alors je ne lis pas l'italien, je suis franchement énormément désolée. Et quand on lit ce texte, eh bien, du fait que ma langue, qui est la langue française, est une langue de la même famille, grâce à des mots transparents, alors effectivement, des fois, il y a des faux amis, hein, mais grâce à des mots transparents, en fait, le but, c'est de montrer que je vais être capable de savoir de quoi ça parle.
Donc ça, c'est vraiment, ils ont fait beaucoup d'expérimentations avec l'intercompréhension de classe. Et là, je vous ai donné un exemple où on voit que Umberto Eco parle justement d'une Europe polyglotte qui n'est pas en fait le fait de parler correctement une langue, mais d'avoir des personnes capables d'approcher plusieurs langues. Et là, vous l'avez en français, ce sera plus, voilà, peut-être plus parlant pour certaines personnes d'entre nous. Et Umberto Eco affirme en fait que même si on a sa propre langue, même si on essaye de comprendre la langue de l'autre qui est assez proche, en fait, cette démarche-là correspondrait à une sorte de génie qu'il appelle l'univers culturel de chacun, qui s'exprime en parlant la langue de ses ancêtres et de sa tradition. Et en fait, ce que veut dire Umberto Eco, c'est que c'est pas parce que je comprends pas beaucoup l'italien ou je suis pas capable de le parler que je ne vais pas je ne dois pas être figé pour ne pas le faire. Et ça, c'est la richesse en fait de l'homme aussi, de l'humanité. Et entre plusieurs familles de langues, on peut essayer à l'intérieur de ses propres familles, d'essayer de se comprendre les uns les autres. Ça, c'est un beau constat et on peut le faire avec les élèves. On peut très bien passer. Il y a eu des choses qui ont été faites avec des journaux. Moi, je l'ai fait. C'était quand Obama avait été élu président. Donc, j'avais pris plusieurs journaux sur Internet avec plusieurs langues et tous, bien sûr, parlaient de l'élection du président Obama en prenant les titres, les sous-titres, les chapeaux des articles. J'avais pris en roumain, en espagnol, en italien, en français. Et en fait, on s'est aperçu que même si personne ne connaissait le roumain, on avait déjà compris l'essentiel. Donc, petit à petit, on avait fait cette démarche. Et ça, c'est vraiment important pour les élèves de piquer leur curiosité et de leur dire, mais c'est pas parce que tu parles pas cette langue-là que tu peux pas essayer de comprendre. Et on peut même travailler dessus. Donc, le CARAP rappelle qu'en fait, ça fonctionne surtout par tout ce qui est réception, c'est-à-dire de compréhension écrite et compréhension orale. Et c'est vrai que c'est important. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que on peut, alors pour les petits, on peut faire la même chose avec les albums Le Loup de d'Oriane Lallemand. Donc, vous savez, le loup qui ne voulait pas, le loup qui voulait faire le tour du monde, le loup je sais plus, qui ne voulait pas, qui n'aimait pas les couleurs, etc. En fait, ces albums-là existent en plusieurs langues. Il faut aller sur le site des éditions Ozu, Auzou. Et pour les petits, en fait, comme c'est le même livre traduit en plusieurs langues, on peut faire des comparaisons de textes comme ça. Ça, pour les petits, ça marche bien. En plus, dans le loup qui voulait faire le tour du monde, il y a des petites cartes postales. Il y a, entre autres, donc il envoie des cartes postales et on retrouve ces cartes postales dans plusieurs langues, dans les autres traductions, et on peut faire un regard entre ces cartes postales. Ça marche très bien. On peut le faire, bien sûr, avec un des romans les plus traduits dans le monde. C'est Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. Vous allez sur le site leslibraires.fr et sur leslibraires.fr, vous trouvez de quoi vous procurer Le Petit Prince dans toutes les langues. Et on peut faire des passages, pareil, la rencontre entre, par exemple, le Petit Prince et le renard, ce petit dialogue où ils se rencontrent, on peut le faire en plusieurs langues et donc travailler l'intercompréhension. Ou alors quand il parle de sa rose aussi. Et puis, on peut le faire aussi avec un autre livre aussi, c'est Le Petit Nicolas de Goscinny et de Sampé. Et on trouve, alors j'ai trouvé moi plusieurs petits Nicolas en plusieurs langues sur le site de la Fnac. Alors, je veux pas faire de pub, mais simplement si vous cherchez, vous trouvez vraiment des petits Nicolas en plusieurs langues. Et donc là aussi, moi j'ai fait des comparaisons avec quelques extraits du Petit Nicolas, entre autres quand on travaille le portrait, la présentation des personnes, le petit Nicolas présente sa mère, son père, etc., sa maîtresse, et on peut faire des comparaisons sur ces passages-là. Ça marche très bien. Donc ça, pour l'intercompréhension, voilà, il y a plusieurs pistes. Ça peut être aussi sur les journaux
aussi sur des grands événements qui se répercutent sur les journaux au niveau du monde. Ça, c'est pour les plus grands, c'est plus intéressant. Ensuite, là, je vous ai montré aussi un autre exemple qui est l'intercompréhension sur le thème de Noël. Donc ça, c'est en espagnol. L'avantage quand on choisit un thème, donc là, le thème de Noël, c'est que comme on est déjà dans le contexte de Noël, on sait à quoi on va s'attendre. Et là, en fait, c'est le réveillon de Noël. Donc, on nous explique tout ce qui se fait. Et en fait, on a le même texte en français. Donc là, on peut aussi faire ça à l'occasion d'événements annuels. On peut aussi faire ce genre de choses, vraiment se servir de ce qui se passe de façon ritualisée. Donc, les événements annuels, on peut s'en servir. Ça peut être Noël, mais ça peut être les vœux de bonne année, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà, donc là aussi, ça marche aussi très bien. L'intercompréhension, ça marche très bien aussi. Moi, je l'ai faite à l'oral avec un truc. C'était, j'avais mis un début de drama taïwanais parce que les ados aiment bien les dramas. Et c'était une fille qui montrait une lettre et donc le garçon passe devant elle avec fort mépris et il revient, il lui dit quelque chose. Et donc c'était en taïwanais, donc personne ne comprenait. Donc on essaye de mettre les hypothèses et ensuite j'ai mis des sous-titres petit à petit en plusieurs langues. Et là, on vérifiait petit à petit et on peaufinait notre première hypothèse et à la fin, j'ai mis les sous-titres français et là, on a vu qu'on avait compris. Et là, ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas que l'écoute dans l'intercompréhension qui est importante, il y a aussi le visuel, l'observation visuelle. Le contexte, c'était devant un lycée, on savait que c'était des lycéens, etc. Il y avait un cœur sur la lettre, donc on savait que c'était une lettre d'amour. C'est pour leur montrer que l'observation visuelle est tout aussi importante. Voilà, dans l'intercompréhension. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Alors, il y a le site Elodie aussi qui peut être très intéressant pour carrément autre chose. C'est travailler avec les élèves sur tous les emprunts de la langue française aux autres langues. Et donc, bah, on part de choses, de mots très simples, hein, très courus. Donc là, souvent, c'est pizza, sushi aussi. Ça, c'est pour la nourriture, mais on peut parler du yoga, de l'aïkido, du kimono, du t-shirt. Enfin, il y en a plein, plein, plein. On va demander aux élèves de faire une recherche sur ces mots et leur montrer que bah, notre langue, c'est pas que des mots français. Notre langue, c'est des mots qui sont venus d'ailleurs et qui ont permis d'enrichir notre langue. Et ça, c'est encore la question de l'enrichissement, justement, par rapport au plurilinguisme. Et ça, c'est une séance qui fonctionne très bien parce que les élèves ont toujours des mots à rajouter. Voilà, donc ça, c'est très bien. On peut se servir aussi d'un livre que j'ai beaucoup aimé par rapport aux mots, pas le fil rouge du livre, mais tous les mots qu'il met. C'est les mots immigrés d'Éric Orsena. Donc, il parle des emprunts. Alors, il a fait une histoire d'émission, etc. Ça, je trouve pas ça terrible. Mais tout ce qu'il dit sur les mots immigrés à l'intérieur, c'est très, très intéressant. Et donc, on peut se servir de tout ça aussi. Donc, il montre les mots qui viennent de l'Allemagne, les mots avec l'histoire de France, en fait. Et donc, il parle de plein de choses et ça permet de voir un petit peu comment s'est construit la langue. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'on s'aperçoit que bah, on n'existe pas seul et une langue, si elle veut rester vivante, elle doit faire des emprunts et elle doit évoluer. Il n'est pas question que cette langue reste figée, sinon elle meurt. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre aux élèves. Autre chose que l'on peut faire, c'est surtout aujourd'hui, quand on va dans les magasins, on a souvent des produits de base comme le sucre. La dernière petite photo à droite, on voit le sucre, il y a plusieurs mots traduits, sucre, sucre, etc., qui montrent que le sucre, les produits vendus en Europe, donc plusieurs mots, on peut partir d'un de ces produits-là pour leur montrer les différents packaging des sucres, les différents produits alimentaires, retrouver comment ça se dit dans cette langue, où c'est, etc., dans quel pays, etc. On peut faire un travail sur l'alimentation. Ça marche très bien aussi avec le chocolat et avec le café. Vraiment trois produits qu'on retrouve, et avec le thé aussi.
trois, quatre produits de base que l'on retrouve et là, on peut les faire chercher et en même temps, à partir de là, je peux très bien créer des petites vignettes et puis préparer au DELF A1, par exemple, où il faut faire le petit exercice d'interaction où les élèves achètent quelque chose. Et là, pour le coup, on va travailler aussi l'interlangue. Voilà, donc, et l'intercompréhension entre les langues parentes. Pour les plus grands, on peut travailler l'autobiographie langagière sur des textes littéraires. Sur les textes littéraires, donc là, je vous ai, bon, c'est le début de l'analphabète de d'Agota Christophe. Agota Christophe parle de son enfance et elle va parler de la langue de son enfance, qui est le hongrois, de la langue qu'elle a inventée avec son frère, de la langue dont elle a entendu parler, qui est la langue des tziganes, mais c'est des tziganes, donc c'est pas une vraie langue. Après, elle déménage près de la frontière allemande. Là, elle parle de la langue frontalière. Puis les Russes arrivent, c'est la langue ennemie. Donc, en fait, ce qui est intéressant là, c'est à la fois le plurilinguisme, mais la hiérarchisation qu'elle fait des langues. Et la question qu'on peut poser aux élèves, c'est, mais finalement, est-ce que les langues, est-ce qu'il y a une langue qui vaut plus qu'une autre? Donc, on peut les faire réfléchir là-dessus, mais en même temps, leur montrer qu'on a le droit aussi d'avoir un ressenti face aux langues. Et le travail qu'on avait demandé aux élèves, c'était d'abord de passer les langues, de repérer les langues dans le texte, de repérer la façon dont Agota Christophe les nommait quand elle était jeune, et puis, à partir de là, une fois qu'on a bien vu le texte d'Agota Christophe, on a travaillé sur les langues rencontrées par les élèves, soit dans leur parcours migratoire, soit dans leur parcours familial, dans leur parcours de vie, dans quelles circonstances. Et on leur avait demandé de faire une une carte mentale avec eux au milieu, donc moi au milieu, les premières langues connues, donc les langues familiales, langues d'origine, puis après les langues rencontrées. Donc il y avait plusieurs strates dans cette carte mentale et ça permet en fait de parler du sentiment de réception de plusieurs langues. Donc, il faut pas non plus s'interdire du fait que je leur, que, c'est mon devoir de leur dire qu'il n'y a pas une langue plus importante qu'une autre, mais en même temps, je dois aussi comprendre qu'il y a des élèves qui vont plus aimer une langue qu'une autre, et pourquoi, et qu'est-ce que ça fait, quelles conséquences, mais je dois l'accepter, etc. Donc, on va travailler cette réception de la langue. Donc, ça va plus loin que le plurilinguisme lui-même, vous voyez. Et là, on va rejoindre les compétences psychosociales aussi. Et aussi, les élèves avaient fait, là, vous voyez, un cœur donc, sur les langues d'Agota Christophe. Voilà, donc, et, en même temps, on était aussi sur l'apprentissage de certaines compétences numériques. Et donc, c'est pour ça qu'on leur a fait faire une carte mentale et un nuage de mots là-dessus. Autre chose, quand on aborde le plurilinguisme, les langues, c'est important de travailler sur l'origine des langues. Tout le monde connaît donc la tour de Babel, mais on peut très bien retrouver des origines des langues complètement différentes. Vous avez la légende africaine, et donc en fait, il y a le fait qu'il y ait plusieurs langues, ça vient du fait qu'il y ait une grande famine. Les hommes ont été frappés de folie et lorsque le mal disparaît, en fait, en fait, la langue unique qui était originelle, à cause de cette folie, s'est transformée en plusieurs langues. Donc ça, c'est une des légendes africaines. Il y en a plusieurs sur les langues. Et j'avais mis aussi, on avait travaillé aussi sur l'origine des langues dans la mythologie chinoise, où en fait, Pangu qui s'est transformé, qui est mort, qui s'est transformé, qui est devenu le monde, en fait, est inquiet parce que il n'y a pas, les enfants en fait ne sont pas doués de parole, et donc il va implorer le ciel
Et Dieu, pour pouvoir, il va implorer Dieu et le Dieu lui va demander de couper un bambou en trois. Et la maman doit jeter ces morceaux de bambou dans un feu. Et en fait, à chaque éclatement de la branche du bambou qui s'embrase, un des enfants va crier, donc va émettre un cri, et chaque cri va correspondre à une langue, et ça va donner trois langues différentes, qui sont les trois familles de langues chinoises, à savoir la famille des Lisu, des Han et des Li, qui sont les trois grandes ethnies chinoises et les trois familles de langue chinoises. Et donc, c'est aussi pour expliquer à la fois l'origine diverse des ethnies et des langues chinoises. Donc, on peut prendre, il y en a plein, hein, mais pas forcément parler que de la tour de Babel, c'est ça que je voulais dire. Et les élèves ont toujours quelque chose à rajouter selon leur origine, selon ce qu'ils ont appris. Et ça, avec, par exemple, avec les programmes au collège des textes sacrés, on peut très bien travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, on trouve, hein, ces langues, mais il y en a plein d'autres, hein, je vous ai mis trois là. On peut faire un groupement de textes de 3, 4, 5 textes sacrés sur les langues et ça nous permet de travailler d'une autre façon le plurilinguisme. Pour les lycéens, on peut travailler sur les marginalias. Les marginalias, c'est important, donc ce sont les notes que l'on met autour d'un texte littéraire, les petites notes à côté. Et en fait, ça a été fait dans une classe ordinaire où il y avait quelques élèves allophones qui sont sortis du P2A et où les élèves étaient d'origines diverses. Et donc, on a mis des binômes en place et on a demandé aux élèves d'essayer de trouver sur un site qui s'appelle Lyric Line. Donc, Lyric Line, Lyrik, Line, Line, sur Lyric Line, de chercher des poèmes de leur langue d'origine, leur culture d'origine. Sur Lyric Line, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a la version française. Donc, chaque groupe a été chercher un texte de leur choix et ensuite, ils ont mis leur annotation de ce qu'ils pouvaient faire comme observation sur le texte d'un côté. Et après, ils l'ont passé à leur binôme pour que lui aussi puisse mettre leur annotation en langue d'origine ou en langue française. Et ensuite, ils ont fait des exposés en commun par binôme. Et en fait, celui dont ce n'était pas la culture d'origine était amené à présenter le texte de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient le porte-parole de la culture de l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ils vont devenir finalement, à un moment donné, experts de la langue et de la culture du copain. Et ça, c'était pour permettre, d'abord, c'était une sorte d'éveil aux langues, mais c'était aussi une sorte d'éveil interculturel par rapport au poème. Donc, découverte de l'autre, découverte de ce que pensait et du regard de l'autre sur la poésie et en même temps expression orale sur ce poème en reprenant la parole de l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que là, on fusionne en fait les différentes cultures et les différentes langues. Donc, je voulais aussi approcher l'interculturel. On parle souvent d'interculturel et de transculturel. L'interculturel, ça va être axé sur les différences des cultures. C'est-à-dire, on va partir d'un thème, d'un fait, et on va se dire, bah, là, ça se passe comme ça se passe comme ci, et on va vraiment mettre l'accent sur les tensions, sur les différences, alors que le transculturel, c'est au contraire la mise en regard de ce qui va être commun aux cultures. Et quand on travaille avec des élèves de cultures différentes, c'est important de ne pas rester à l'interculturel, mais de pouvoir basculer sur le transculturel, parce que les élèves qui ont plusieurs cultures, la leur d'origine et la culture française, quand ils arrivent, il va falloir qu'ils fassent leur voie transculturelle, leur propre voie transculturelle, où ils vont aller au-delà des cultures pour trouver leur propre chemin entre ces deux cultures. C'est pour ça qu'on va travailler aussi sur les points communs, qui est le transculturel.
Voilà, donc là aussi, autre choix, on peut travailler sur des poèmes pour travailler contre les stéréotypes, contre le racisme, contre la xénophobie. Donc là, je vous ai mis Léopold Senghor, pardon, et puis Philombé, très important. Et puis j'avais mis aussi en regard un poème tibétain qui parle en fait de l'autre comme son frère. Et donc, on va dépasser la culture pour pouvoir retrouver son humanité commune. Et donc, là aussi, on peut faire un court texte justement sur tout ce qui va être la lutte contre le racisme. Plus traditionnellement, on a beaucoup travaillé sur, vous savez, pardon, excusez-moi, Hungry Planet, désolé de mon accent anglais horrible. Donc, où, il avait été demandé par un couple de journalistes à des familles de se présenter avec la nourriture de la semaine. Là, moi, là, ce qui m'intéressait, c'était pas tant la nourriture, mais c'était la composition de la famille et la position de chaque individu de la famille sur la photo. Et c'est ça qui m'intéressait. Par exemple, le fait que l'homme soit juste devant, sur sa télé devant, par exemple, que certains soient debout, d'autres assis, qu'il y ait deux femmes, un homme, etc. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc vraiment sur la composition familiale et sur la façon dont ils se présentaient, beaucoup plus que sur la nourriture. Et là, pour le coup, il y a plein d'hypothèses émises par les élèves qui peuvent être très intéressantes. Et pour le coup, notre rôle à nous, c'est de montrer qu'il y a des différences sans émettre de jugement de valeur. Toujours, très important. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je voulais vous montrer que nous aussi, on a des stéréotypes culturels, même si on fait attention. Là, je vous montre un album. Donc là, j'avais demandé aux élèves, à votre avis, parce que moi, j'avais eu malheureusement ce filtre. C'est une histoire qui se passe où? Et quand on connaît pas le livre, on voit tout de suite les hanbok, qui sont les vêtements traditionnels coréens. Donc, on va penser à un conte coréen. En fait, il s'agit d'un conte européen, puisqu'il s'agit de Cendrillon. C'est Kung Jiwi, l'autre Cendrillon. Donc, en fait, c'est Cendrillon, réécrit par Ling Yoon-hee et illustré par Marie Caillou. Donc là, on a la mise en place de, d'une union biculturelle. C'est ça qui est très intéressant dans cet album-là. Hein. Vous allez chercher sur Internet l'autre Cendrillon illustré ou de façon coréenne et vous allez trouver tout de suite sur Internet. Et c'est vraiment un album magnifique que l'on peut trouver et ça montre que en fait tous les contes peuvent être pris par d'autres cultures. Et je voulais vous montrer aussi celui-ci. De quelle histoire s'agit-il? Donc souvent ils me disent bah, ça se passe en Asie, mais c'est pas tellement en Asie, on sait pas trop, etc. Et là je leur demande de regarder bien la forme des visages. Et en fait il s'agit de Cyrano de Bergerac. Qui a été raconté par Marc Le Tan et illustré par Rebecca d'Outremer. Et on retrouve en fait de nouveau l'histoire de Cyrano mise en album, mais avec des illustrations qui sont pas du tout dans les codes européens. Et ça, c'est intéressant parce que là aussi, encore mise en commun de cultures qui donne un chef-d'œuvre. C'est vraiment magnifique. Les deux livres là sont magnifiques et de montrer, et ça, moi, ça me permettait de leur montrer que le fait d'avoir deux cultures, le fait d'avoir deux langues, ça ne pouvait être qu'une richesse. Et donc, vraiment, l'un apporté à l'autre. Voilà. Donc, on revient sur le transculturel, je l'ai dit tout à l'heure. Et je voulais vous dire aussi que nous avions créé aussi avec les élèves et pour les élèves allophones, une chaîne sur YouTube qui s'appelle Ado Cosmo. En fait, c'est Ado plus loin Cosmo. Et avec 3 émissions. Une émission où les élèves présentent leurs livres, ça c'est les Word Lecteurs. Une émission où les élèves présentent leur lecture, mais avec une réflexion. Là, c'est les Word Penseurs. Et la dernière, c'était une émission de grammaire comparative entre les langues d'origine et la langue française. Et là, c'est l'émission des Word grammairiens. Ça, vous trouvez ça sur Ado Cosmo. Donc, c'était fait par des élèves avec des collègues enseignants.
Donc, c'est assez inégal, hein, ce que je vous dis franchement dans les vidéos, mais il y a des vrais bijoux dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait par les élèves. Donc, ça aussi, c'est intéressant de montrer leur culture, etc. Voilà. Et je voulais juste rajouter aussi que quand on a des élèves qui sont en grande difficulté, ne pas hésiter à, aller leur demander d'aller voir des consultations ethno-psy, parce qu'on a des élèves qui ont du mal à gérer tout ce qu'on appelle conflit de loyauté, c'est-à-dire la culture, l'adaptation qu'on leur demande en France et leur culture d'origine. Par exemple, il y a des parents qui vont dire, tais-toi, écoute le prof, il faut pas que tu parles, tu dois le respect aux aînés, alors que nous, en classe, on attend quoi? Que l'élève participe. Et les élèves ont beaucoup de problèmes de conflit de loyauté. Pareil, quand on leur dit que les filles et les garçons sont à égalité en France, dans leurs droits, il y a des garçons à qui on a appris qu'ils étaient bien supérieurs aux filles, ont beaucoup de mal à s'adapter à ce genre de choses et vont être en conflit intérieur. Pour le coup, on fait appel à des gens qui peuvent venir, ou alors les élèves qui vont à ces séances. Voilà. Et dernière chose aussi, ne pas oublier les familles. On travaille avec les familles. Quand on a un souci avec un élève qui est d'ordre linguistique, qui est d'ordre culturel, on va essayer de rencontrer des familles, de voir ce qui se passe. On consulte aussi des associations. Et puis, je voulais rappeler quand même l'excellent musée à Paris, qui est le musée Mundo Lingua, dans le 6e. Comme une chasse au trésor dans un grenier. C'est un peu ça, où il y a des malles, des spots, on va découvrir chacune des langues, l'origine des langues, enfin plein de choses. Et là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant aussi. Et c'est vraiment inspirant pour créer plein de séances. Vraiment. Et on peut faire venir des classes, et on peut leur envoyer des mails. Ils sont vraiment à l'écoute des enseignants. Et ça a été créé par un néo-zélandais, amoureux de la langue française. Voilà. Donc là aussi, Mundo Lingua, c'est important. Ah, et je voulais Pascal, la dernière, c'était juste la oui, dernière chose. C'est une collègue coréenne qui m'a dit ça. Je trouve que c'est important. Avoir une deuxième langue, c'est posséder une deuxième âme. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup hein, par cette magnifique phrase qui conclut de manière très éclairante votre présentation. Isabelle? merci. Oui, merci infiniment, Pascal, pour la richesse de ton éclairage, parce que tu nous aides à réfléchir sur les apports des différentes cultures, des différentes langues, et tu nous amènes à réfléchir de façon méta, mais aussi avec des pistes très concrètes en classe. Donc c'est particulièrement intéressant pour nous tous. Alors, pour nous qui sommes en France quand nous avons des élèves allophones dans nos établissements, mais aussi pour tous les collègues qui se trouvent avec nous aujourd'hui, qui sont dans des pays euh, de différentes zones du monde et qui sont en permanence confrontés justement à ces éléments de culture qui se télescopent, qui s'enrichissent, qui s'éclairent. Évidemment, toutes les pistes que tu as proposées sont autant de sources d'inspiration pour nous tous, quelle que soit notre situation. Donc, je te remercie beaucoup, Pascal. Euh, euh, dans le chat, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais peut-être parce que c'était tellement clair J'allais dire, que ça suscitait pas d'interrogation. Il y a juste une personne à un moment qui a demandé que signifie le mot Irine. moi, j'ai pas entendu. Je... Oui, c'est moi, c'est Oh, moi. Iricline. Eric Oui. Klein, elle nous a... Ah Alors, oui, Lyric Iricline. Line. C'est un site, c'est le nom d'un site où on trouve des poèmes du monde entier traduits en français. Merci beaucoup.
Voilà, c'est le site en fait, Lyric Line, donc la D'accord. ligne du lyrisme. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment que pour le coup, un élève tibétain va pouvoir chercher un texte tibétain dans ce site-là. Et, parce qu'en fait, on va dans ce site-là, on choisit le pays d'origine, la langue d'origine, un auteur s'ils connaissent un auteur, et le texte va être produit dans la langue d'origine et en français. Donc, n'importe quelle langue, il y a plein de langues. Je crois qu'il y en a 120, je crois, si je me souviens bien. Merci Pascal pour cette précision. Alors, c'est le moment où si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous voulez que Pascal développe une pédagogie, que précise son propos, ben, je vous propose d'ouvrir vos micros, de prendre la parole, d'échanger tranquillement. Peut-être avez-vous des questionnements par rapport à votre propre situation, par rapport au lycée français ou à l'établissement français où vous vous trouvez. Donc, n'hésitez pas. Pascal, je me fais l'écho du chat et tu as beaucoup de remerciements Merci. Merci à tout le monde. dans le chat. Donc, merci beaucoup à toi. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir à la fois te libérer et libérer aussi les collègues. Alors, je voulais terminer cette intervention par l'annonce du prochain webinaire, donc le cinquième et le dernier de ce fil rouge consacré au plurilinguisme. Donc, il aura lieu le 21 mai, hein, Marie, si tu confirmes, et j'aurai le bonheur de vous présenter moi-même ce webinaire que je consacrerai à une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut être dyslexique et en même temps apprendre une langue étrangère? Comment est-ce que les troubles du langage écrit ou oral s'inscrivent dans le plurilinguisme? Et donc, j'aurai le bonheur d'intervenir sur ce thème lors du prochain et dernier webinaire de ce fil rouge. Alors, je vous remercie infiniment. Vous trouverez dans votre espace de ressources l'enregistrement de ce webinaire. Euh, je laisse Marie répondre sur le PowerPoint. Je vous remercie beaucoup Mhm. et je vous dis à très bientôt.